parler de myofasciite à macrophage. Donc, très précisément, pour repréciser des points, c'est défini par une lésion histologique, les infiltrats macrophagiques que vous voyez ici, qu'on objective par la biopsie musculaire, qui sont PS positifs, et quand on fait une coloration de Morin pour l'aluminium, on voit que ces macrophages sont extrêmement fluorescents, ce qui indique la présence d'aluminium. Donc, dans une publication Princeps en 2001, nous avions montré que, en fait, les lésions de myofasciite à macrophage, c'était un granulome aluminique et qui était en lien avec des vaccinations qui avaient été injectées dans l'épaule. Et d'ailleurs, on reproduisait ça très facilement chez Animal quand vous injectez ça, c'est chez des rats. Et ce que vous voyez ici, c'est la durée. Ça, c'est une publication de 2006. La durée de persistance. Et vous voyez qu'on était jusqu'à 1 an. On commence à voir disparaître les lésions à 1 an chez le rat. Et c'est à cette occasion que j'avais constaté qu'il n'y avait aucune donnée sur la durée de persistance du granulome aluminique après injection intramusculaire. Alors, quand on regarde ce qui se passe chez les patients, eh bien, il faut comprendre que vous avez, d'une part, on a fait du rétrospectif, une partie des patients chez qui on avait des constatations de lésions de myofasciite quelques mois après une vaccination. Ça pouvait avoir un intérêt, mais en fait, on ne peut pas déterminer que cette lésion est formellement pathologique. En revanche, si vous regardez la majorité des patients, en fait, ils ont une persistance qui est anormale, qui est plus de 2 ans, avec une médiane qui est entre 4 et 5 ans. Donc, vous voyez, c'est tout à fait différent. Et c'est pour ça que l'OMS en 99 avait dit que en fait, la myofasciite à macrophage, ça correspondait à une difficulté, une incapacité individuelle à éliminer correctement les adjuvants aluminiques. Alors, les profils, je vais passer rapidement là-dessus. L'association avec le syndrome de fatigue chronique. Alors, dans cette étude, on avait noté en se basant sur des vieux critères, enfin sur le CDC 94 et sur les critères d'Oxford, qui sont plus du tout utilisés, on avait 53%. En fait, maintenant, quand on reprend, ça c'était une publication un peu plus récente, on est plutôt à 72% de patients qui répondent aux critères de syndrome de fatigue chronique. Et donc le syndrome clinique qui est bien connu, avec une triade qui est les douleurs musculaires, la fatigue chronique et le dysfonctionnement cognitif. C'est très important parce que c'est en général, c'est pour ça qu'on a été amené à découvrir cette maladie, parce que les gens avaient des douleurs musculaires et nous étaient adressés en biopsie musculaire. Et ce qui est très important, c'est qu'on a montré qu'il y avait une association significative entre la présence de la lésion et le symptôme myalgie. Alors ça, c'est démontré de manière formelle par cette publication donc, de 2001. L'association avec la fatigue chronique a été démontrée par l'étude de l'AFSAPS qui avait été conduite avant la NSM, c'est l'ancêtre de la NSM, l'AFSAPS, en 2003. Donc c'est 2 études qui montrent qu'il y a bien une association entre les symptômes et la présence de la lésion. Et enfin, sur le dysfonctionnement cognitif, on l'a caractérisé et on a montré qu'il y a une stabilité avec le temps. Alors ce point est assez important. Ce schéma, il permet de comprendre un peu ce qui va se passer. Vous voyez que vous avez des injections qui sont réalisées et on voit en général dans l'année qui suit une énième injection d'un vaccin contenant de l'hydroxyde d'aluminium, on voit apparaître des symptômes, fatigue, myalgie, troubles cognitifs. Et quand on fait la biopsie, eh bien on est au-delà. Alors là, on mettait 18 mois comme cut-off, mais maintenant je mets plutôt 2 ans. Eh bien, on voit qu'on a une myofasciite à macrophage, un granulome de persistance anormalement prolongé, qui est, j'allais dire, le biomarqueur diagnostique de la myofasciite. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'évolution, globalement, elle se fait plutôt probablement à la faveur de l'élimination lente, mais peut-être qui s'opère, de l'hydroxyde d'aluminium. Un grand nombre de patients évoluent, même plutôt la majorité, ont une stabilisation, voire une amélioration progressive des troubles. Mais il y a quand même des patients
qui ne s'améliore pas, et j'ai été amené ces derniers temps à rebiopsier des patients. Alors, je vais vous partager cette expérience qui est intéressante, c'est très préliminaire, hein. 18 patients qui ont été rebiopsiés pour des raisons diverses. Un premier, il y en avait 2/3, c'est parce qu'ils avaient une réaggravation. Donc ils allaient bien, on était tranquille, je les voyais tous les ans ou 2 ans, et puis à un moment ils me disent bah non, je vais moins bien, j'ai de plus en plus de douleurs articulaires, de fatigue, et qu'on n'arrivait pas bien à expliquer. Bon. Et puis il y en a quand même d'autres, c'était une recherche d'autres pathologies. Vous voyez, on avait des cas, on recherchait une dystrophie oculopharyngée sur la clinique, une cytopathie mitochondriale, ça c'est des gens c'est une patiente qui avait une gastroparésie, de la myosite à inclusion, sarcoïdose, une myosite post-Covid, vous voyez. Donc on a eu des diverses circonstances. Puis une patiente qui avait un diagnostic qui avait été fait dans un autre centre avec une biopsie réalisée 9 mois après une vaccination. C'était un peu court, donc je lui ai proposé de faire une biopsie pour confirmer le diagnostic, ce qui a été du reste le cas. Et voilà, les résultats qu'on a, eh bien, le plus souvent, on a une atrophie myocitaire des fibres de type 2, et je vous réfère à ce que la publication à laquelle je faisais référence dans ma première intervention, des anomalies mitochondriales assez fréquentes, et puis il y a quand même un tiers des patients chez qui on a trouvé des lésions de myofasciite à macrophage. Puis après, des anomalies plus ou moins spécifiques associées. Et donc ça m'a interpellé, parce que là, on va reprendre les délais. C'est des patients, comme ils avaient un diagnostic de myofascie, ils n'avaient pas reçu de vaccin immunique depuis. Et ça, c'était, en tout cas pour ces patients, c'était certain. Et vous voyez qu'on arrive à des délais qui sont beaucoup plus importants, puisque on va entre 11 ans et 29 ans. Et je vais vous montrer le cas de cette patiente. Donc, son dernier vaccin luminique en 1996, la biopsie en 2001, qui a fait le diagnostic, et en 2025, je suis amené à lui refaire une biopsie, et on est 29 ans après son dernier vaccin luminique, et bien dans le panicule périmusculaire, vous voyez ces petites crottes de mouche là, alors c'est un marquage des macrophages, hein, ce qui rend les choses plus visibles, et je vais vous grossir, vous allez voir très bien. On voit très bien ces infiltrats macrophagiques. Et chose qui est très intéressante quand on raisonne en termes de biodistribution, ils sont périvasculaires. Vous voyez, c'est quand même, ici c'est une veine, ici aussi un petit vaisseau, et donc vous voyez, ces macrophages qui ont un aspect granuleux tout à fait caractéristique. Alors quand on les regarde, vous voyez, ça c'est on peut faire des techniques différentes. Donc le marquage des macrophages, on a des lymphocytes T, qu'on voit aussi, ça c'est de l'immunité cellulaire, plus beaucoup, on n'a pas de lymphocytes B. Donc c'est peut-être quand même des lésions un peu moins actives, néanmoins, ça reste des macrophages avec de l'hydroxyde d'aluminium. Et en faisant la coloration de Morin, eh ben, on voit très bien cette fluorescence caractéristique de ces lésions. Je vais vous remontrer ça, c'est plus celle que vous aviez vue, vous voyez, oups. Ah, c'est top. Ah non, j'en reviens dessus, vous inquiétez pas. Voilà, on voit très très bien ces macrophages qui ont un contenu un peu granuleux, je sais pas si vous le voyez bien, mais on le voit qu'ils sont typiques, c'est l'aspect typique des lésions de myofasciite à macrophages. Donc c'est pas anodin, évidemment. Donc l'anomalie la plus fréquente, c'est quand même l'atrophie de type 2 qu'on voit, qui est un phénomène, comme je vous l'ai dit, qui est d'origine plurifactoriel, mais pour lequel le rôle direct de facteurs systémiques pourrait être impliqué. Un tiers des patients avaient des lésions persistantes de myofasciite à macrophage, avec un délai, comme vous voyez, observé de 19,7 ans, enfin de 20 ans, ce qui est quand même très important. Et ce qui veut dire que quand même, il faut reconsidérer la question du délai maximum. Vous savez, on disait souvent, au-delà de 12 ans, parce que c'est ce qu'on avait comme... ça vaut plus la peine de faire des biopsies. Alors maintenant, c'est pas ce que je dis. Alors, plus on est loin, évidemment, plus la probabilité va diminuer. Mais je crois que si la question se pose, ça vaut quand même le coup de faire une biopsie. Je crois que c'est une information importante. Et puis, ce que je n'ai pas mis comme conclusion, mais qui est certainement un point important, c'est que c'est peut-être une façon de sélectionner
d'identifier des patients qui seraient le plus intéressants pour une analyse génétique, parce que là, on peut considérer que ce sont quand même les personnes qui auraient potentiellement l'anomalie la plus marquée en termes de défaut d'élimination des H4. Voilà, et je vais m'arrêter là, comme ça on va rester dans les... Alors, je profite du micro pour vous poser une double question, Jérôme. Est-ce que la longue durée de persistance de l'aluminium au site d'injection est corrélée avec la gravité des symptômes, premièrement? Ça semblerait le montrer. Pas exactement. La gravité, j'irai pas là. En tout cas, la persistance de symptômes, voire on a potentiellement une fluctuation des symptômes. Hein, ça, c'est quelque chose qu'on avait observé. Et là, je pense quand même qu'on a très clairement des patients qui allaient moins bien. Ça, c'est clair. Donc peut-être que c'est les patients qui vont pas guérir ou qui vont pas s'améliorer significativement sont ces patients. D'accord. Et donc la deuxième question, mais je pense que peut-être que je brûle la politesse aux avocats, c'est est-ce que vous allez publier à un moment ou un autre ces données? Parce qu'on a été confronté très récemment à des décisions au plus haut niveau du Conseil d'État qui parlait d'un maximum de délai d'apparition des symptômes de 2 ans. Et donc, on peut penser que s'il y a une persistance aussi prolongée de l'aluminium, les troubles peuvent apparaître même aussi longtemps, bien longtemps après. Alors ça, c'est un point qui est très intéressant, parce que je pense que personne ne peut dire qu'il y a un délai maximum d'apparition des symptômes. Sur le Conseil d'État. Oui, mais ils sont très forts. On avait argumenté là-dessus, et du coup, c'est sorti des discussions sur le délai d'imputabilité, parce que il y avait ce vieux truc qui était passé 3 mois, on ne peut plus imputer les symptômes. On montrait que quand on avait la persistance d'un composé du vaccin qui est immunologiquement actif, qu'un composé actif, ce délai d'imputabilité n'avait aucun sens. Donc ça, je crois que c'est passé dans... Alors maintenant, ça va être le délai d'apparition des symptômes. Je pense qu'il faut... Ça, c'est totalement spéculatif. Il y a d'abord dans les séries, on a des délais qui sont plus longs, hein, et c'est publié. Oui, mais le Conseil d'État a considéré que la durée moyenne était la durée normale, et que donc ce qui était au-delà de la moyenne était anormal. Ah, ça c'est... Faut le faire. Oui, il faut le faire. Mais c'est vrai. Alors après, on peut dire, il faudrait prendre une pyramide, 95%. Ça, c'est, vous voyez, enfin où se mettre faire une répartition normale. Mais je pense que si vous voulez, c'est très difficile de le dire. Alors c'est vrai que plus on a un délai d'apparition des symptômes qui est éloigné, plus c'est difficile de rattacher directement les symptômes au vaccin aluminique. Dans la période diagnostique. Oui, dans la période diagnostique, mais oui, bien sûr. Et si vous voulez, parce que vous pouvez dire, il y a d'autres facteurs intercurrents qu'on n'a pas, qui pourraient... C'est un biomarqueur quand même, la lésion histologique. Ça veut dire, ça témoigne du fait qu'on a une difficulté à éliminer les particules. Ça, c'est certain. Si la personne en question, entre-temps, elle a fait des centaines de tatouages, elle s'est injecté des tas de produits, on va vous opposer ça. Ben oui, des implants mammaires en silicone. Tous ces facteurs-là, effectivement. Donc là, on va être dans une difficulté. J'ai un peu de mal à voir comment on peut répondre à ça. On va pas faire un cours de droit, ça va ennuyer tout le monde, mais la question, c'est pas tellement celle du caractère direct ou non, parce qu'on passe par d'autres mécanismes pour aller le démontrer, par une causalité juridique à défaut d'une causalité scientifique, ce qui fait hérisser le poil des experts dans les dossiers. En revanche, aujourd'hui, notre point de faiblesse, c'est vraiment celui du délai normal. Qui n'est pas la question de savoir s'il y a un lien direct ou pas, mais vraiment du délai normal. Et quand bien même on apporte des publications qui viennent en effet démontrer que ce délai il peut être très variable d'une personne à une autre, on nous oppose la moyenne. Alors là, il y a tout un débat presque étymologique sur est-ce que moyen c'est normal et j'en passe. Et le fait qu'il n'y ait pas de publication récente. Et vous n'avez pas répondu à la question du président Didier Lambert, qui est celle de savoir si vous allez publier à nouveau sur cette question-là, notamment si vous réalisez de nouvelles biopsies. Ce travail-là a vocation à être publié.
Après, la question étant de savoir si ça sera aisé de le publier ou pas. Mmh. Ça, c'est une autre question. Mais je pense que ça sera bien sûr. Ça sera publié. Ça veut pas dire du reste que ça soit forcément pas instrumentalisé ou utilisé à l'inverse de ce qu'on pense. OK. Et donc la question préférée des avocats, dans quel délai? C'est-à-dire publié dans 5, dans 10 ans, dans vous ne savez pas? Non, je peux pas vous dire. Enfin, on a encore du travail d'analyse de reprendre toutes les données médicales de ces patients, d'écrire le papier, de publier, etc., de le soumettre Parce et qu'il soit accepté. Aujourd'hui, on a globalement on obtient gain de cause sur tous les terrains et la dernière bataille précise, c'est vraiment sur celle du délai. On est même devant la Cour européenne des droits de l'homme sur ce point-là. Mais sur le délai, je pense pas là, je suis pas sûr qu'on réponde à cette question avec ce travail. Ce travail, il est intéressant parce qu'il montre que d'abord, il y a le délai de persistance est quand même peut être très prolongé, notamment à partir du moment où on réalise. Alors, on va me dire, il y a un biais d'échantillonnage, forcément. Il y a aussi le fait que, pour des raisons qui sont très pratico-pratiques, je passe par la cicatrice de biopsie antérieure. Ça a une raison qui est très simple pour le patient, c'est de pas lui faire une deuxième cicatrice. Donc un patient biopsié, on sait qu'il y a des difficultés quand on passe par un site de biopsie antérieure, c'est qu'on a la cicatrice de biopsie qu'on trouve, donc je vous en ai pas parlé, mais c'est quelque chose qu'on trouve chez ces patients. On voit des remaniements qui sont post-biopsiques, mais les anomalies qu'on voit là, elles ne sont pas post-biopsiques, bien sûr. Les anomalies mitochondriales ne sont pas post-biopsiques non plus, etc. Donc il y a quand même des choses, vous voyez, qui sont intéressantes, mais je pense qu'on répondra pas à votre question. Je pense que la réponse à votre question, elle est dans les séries qu'on avait publiées, qui étaient notamment, je pense, dans le papier de 2003 avec Julien Champet, et où il y avait 120 patients. Donc là, on a quand même sur ce délai, et considérer la moyenne comme la norme, alors là, c'est un non-sens scientifique. C'est-à-dire que déjà, c'est pas la moyenne, ça serait la médiane qu'il faudrait Oui. prendre en compte. Mmh. Bon, déjà, bon, ça c'est Oui, tout à fait. mais dans le cas précis, je pense que la moyenne déplacerait vers la droite. Bon, mais surtout, c'est que on peut pas considérer. Il faut prendre je comprends pas ça. Cette notion de prendre la durée moyenne comme étant la limite supérieure. Vous prenez la glycémie. Vous avez encore la glycémie, c'est hyper régulé, mais vous avez quand même une courbe de Gauss. C'est-à-dire, si vous mettez la glycémie à 1 gramme, une glycémie pathologique, c'est au-delà de 1,2 gramme et c'est un diabète à 1,6 gramme. Donc, ça veut dire qu'une personne qui a 1,1 gramme, elle est au-dessus de la moyenne, et pour autant, elle est dans les valeurs considérées comme normales et non pathologiques. Donc, je veux dire, c'est simplement un non-sens. Je pense que là, il y a un point de discussion qui est vraiment d'ordre scientifique, et ça non, on peut pas considérer une moyenne comme une limite supérieure. Ça, c'est impossible. Peut-être que les avocats auraient besoin d'une petite note de votre part. Mais oui, c'est tout à fait. Les avocats qui croient au Père Noël. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette différence de délai d'apparition? Ça c'est une excellente question. D'abord, on peut considérer qu'il y a peut-être un effet de la biodistribution qui peut varier d'un individu à l'autre. On peut considérer qu'il y a la réaction inflammatoire qu'on fait sur la présence de particules, qui est un autre facteur qui va différencier les patients. Voilà, c'est un autre élément de variabilité. Et puis, il peut y avoir des facteurs d'exposition autres. Ça, on les maîtrise pas.
C'est-à-dire que là, on est dans quelque chose qui est éminemment difficile, c'est la notion d'exposome, hein. On en avait parlé antérieurement, mais vous pouvez, je vous dis, vous avez des patients qui vont avoir des expositions autres. Il y a aussi le nombre potentiellement, le nombre de vaccins, le type de vaccin. Enfin, il y a des tas de choses qui ne sont pas analysées et qui pourraient avoir une influence sur ces paramètres. Oui, mais ce qui est important, c'est effectivement de pouvoir se dire que 20 ou 29 ans après l'injection d'un vaccin, c'est pas une cicatrice vaccinale parce que la lésion est toujours biologiquement active et que les macrophages cherchent toujours à enlever l'aluminium du site d'injection. Hein, c'est bien ça. Moi, le biologiquement inactif est quelque chose qui m'est un peu complexe à analyser. C'est-à-dire que quelque chose de biologique est par définition actif. Parce que, si vous voulez, il n'y a pas de... L'inactivité biologique, c'est quand vous êtes mort. Oui, Et non, encore, je c'est pas parlais vrai. de biologiquement actif. C'est Hein. pas vrai parce on est soumis à un phénomène de putréfaction qui est un phénomène biologique. Donc mais vous voyez, ce que je veux dire, oui, c'est pas très gai, mais ça, d'accord, mais cela dit, non, mais, c'est-à-dire que biologiquement inactif, je ne sais pas ce que ça veut dire en termes de constatation de lésion. Vous voyez ce que Ouais, je veux mais dire? biologiquement actif, oui. C'est pour Biologiquement versus. actif, moi, tout ce que je trouve, que je prélève dans un muscle vivant, c'est biologiquement actif. C'est un pléonasme. Ben oui, un fibroblaste qui est associé. Vous avez des adipocytes qui étaient autour, ils stockent des acides gras. Et une cicatrice vaccinale, c'est quoi? Une cicatrice vaccinale, c'est une lésion qui est induite, même une cicatrice. Le terme de cicatrice, pensez qu'une cicatrice est inactive. Elle est fibrosante. Souvent, c'est un état, une transformation du tissu. Le caractère inactif, je ne sais pas trop à quoi ça fait référence. Voilà. Bah, peut-être que dans la note que vous serez amené à faire, vous pourriez aussi dire un mot sur cicatrice versus lésion. Oui, mais une cicatrice, c'est une lésion. C'est-à-dire que si vous voulez, quand on parle de cicatrice, Lésion de MFM. c'est quelque chose qui est séquelaire d'une intervention X ou Y. Quand vous faites opérer du ventre, vous allez avoir une cicatrice sur la peau et à l'intérieur, vous aurez des cicatrices. Vous aurez des brides intestinales, des choses comme ça, qui peuvent vous occasionner d'ailleurs du souci. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est pour ça que le caractère complètement inactif, pour moi, ne veut pas dire grand-chose. Et en plus, ce qu'on voit au niveau de la biopsie, ça ne reflète pas ce qui se passe ailleurs. Ça ne reflète que c'est un biomarqueur. Donc je trouvais que c'était intéressant. Je pense qu'il faut pas faire dire plus que ça ne veut en dire. Il faut rester vraiment dans ce qu'on observe. L'élément, je crois, qui est intéressant, qui est important, c'est qu'on peut trouver, donc un tiers des patients, c'est pas anodin. Alors, ils ont été sélectionnés, il y a un biais de recrutement, c'est-à-dire que si on fait, mais on n'a pas de données de population générale, comme vous le savez, sur la persistance des lésions, on n'en aura jamais, donc il faut pas espérer les avoir. Mais ce qui est intéressant, c'est de dire quand même, pour moi, pour ma démarche clinique, quand je vois un patient, et c'est ce que je fais d'ailleurs, pas avec beaucoup de succès du reste. Enfin, beaucoup de succès. C'est-à-dire quand je vois des patients qui ont des délais qui viennent avec et on peut suspecter une myofascite à macrophage, mais où ils arrivent, la dernière vaccination est très ancienne, je leur propose une biopsie qui n'est pas forcément informative et qui est le plus souvent pas informative. Mais bon, mais je pense quand même que tant qu'on n'a pas fait la biopsie, à ce moment-là, on peut difficilement répondre. Voilà. Enfin, et donc c'est ça, ce délai de persistance. Et je pense que l'autre aspect qu'on a un peu occulté dans la discussion, c'est quand même l'idée d'avoir des patients qui seraient des bons candidats pour la génétique. Ça, je pense que c'est un point important, parce que peut-être que ça nous apportera des informations intéressantes. Oui, bonjour, je suis adhérente de l'association Résiste, mais concernant l'aluminium et tous les métaux lourds, est-ce que il y a une méthode de chélation particulière pour évacuer ou est-ce que ça reste à vie? Est-ce que vous avez essayé sur des souris ou des animaux? Et autre point,
les animaux qu'on mange qui ont été vaccinés, est-ce que ça nous laisse aussi des traces d'aluminium dans l'organisme? Alors, pour répondre à la première question, sur les aspects de chelation des métaux lourds, moi j'en ai jamais fait. C'est-à-dire, je pense que ça, il y a plein de patients qui font des essais comme ça, un peu empiriquement. Je pense que quand on fait une stratégie thérapeutique, il faut faire une méthodologie. C'est quand même ça pour le coup, c'est compliqué. C'est-à-dire, voilà, ça je pense que c'est quand même un élément d'importance. En plus, dans le cas de la myofasciite, on n'a pas une intoxication systémique et qui est l'indication élective des chélations, hein. Alors, ça veut pas dire que ça n'ait pas d'intérêt forcément, mais on a du mal après à justifier de mettre des produits chélateurs qui sont comparés à une toxicité propre, à des patients chez qui on n'est pas capable de démontrer qu'il y a, de manière avec les outils, de la pratique médicale, de routine, qu'il y a une intoxication avérée. Alors là, on peut gloser sur la notion d'intoxication systémique, mais voilà, c'est ça. Après, sur la question de la gestion je pense que là, il y a pas de risque. En général, on mange, les animaux vaccinés, oui, ils pensent aux moutons, mais c'est plutôt entre les omoplates. C'est loin c'est loin du gigot. Enfin, plutôt plus proche de l'épaule. Chris Huxley, le professeur Christopher Huxley, qui est le plus grand spécialiste au monde de la toxicité de l'aluminium sous toutes ses formes. Pour lui, la seule solution d'éliminer l'aluminium, y compris dans le cerveau, c'est de boire des eaux qui sont chargées en silice. Alors, ça nécessite, voilà, comme disait Jérôme, il faudrait faire des essais comparatifs, etc., voir les résultats. Mais pour lui, c'est la seule piste. C'est-à-dire que le silice qui est dans certaines eaux, de manière plus ou moins importante, se relie à l'aluminium, puisqu'ils étaient ensemble dans la bauxite, et ce qui permet une excrétion de l'aluminium, en tout cas d'une partie. Et lui, il a fait ce travail en particulier avec des personnes qui avaient des maladies d'Alzheimer, qui pour lui sont majoritairement liées à l'aluminium, mais l'aluminium ubiquitaire, hein, pas l'aluminium vaccinal. Et il a eu des résultats qui semblaient intéressants sur une période courte, mais qui semblaient intéressants avec des améliorations de l'état cognitif des personnes qui avaient Alzheimer. Alors, c'est préliminaire tout ça. Ce sont les pistes. Et quand on nous demande, au niveau des adhérents ou de malades qui ont une myofasciite, on conseille fortement de boire en permanence de l'eau chargée en silice. De la Volvic ou de la Fiji. Par exemple, de la Volvic, mais il y en a qui sont plus chargés, des eaux pétillantes, je ne sais plus. Rosana. La Rosana, ouais.